Bonjour à tous et merci d'être là avec nous en attendant 13 heures où nous aurons la fin de notre débat avec un beau sujet, sobriété. C'est le sujet très judicieusement choisi pour ce printemps de l'économie de 2022. Notre sujet à nous, sobriété et efficacité énergétique. On va tâcher de voir où se trouvent les différences, ou peut-être le passage de l'un à l'autre, ou peut-être les deux à la fois. C'est ce qu'il nous faudra débattre avec nos 4 invités, 4 économistes. Bien entendu, je vous les présente dans l'ordre qui est devant moi et que vous avez sous les yeux. D'abord, Stéphanie Mangeant, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Paris-Dauphine. Paris-Dauphine, où il y a ce laboratoire d'économie. Vous êtes, vous, responsable de la responsabilité environnementale. Paris-Dauphine est assez en pointe. On va le revoir avec une chaire économie-climat. Dont s'occupe aussi Anna Crétier. À côté de vous, Yves Marignac, c'est le porte-parole de Négawatt. Et on va voir dans un instant ce que signifie Négawatt avant de vous entendre. Mais Yves Marignac, vous fabriquez, vous concevez déjà depuis pas mal d'années des scénarios pour l'avenir, de prospectives sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. À côté de vous, Édouard Civelle est bien sûr également économiste, on le salue aussi, économiste au CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc peut-être grâce à vous on va pouvoir aussi montrer ce qui peut se faire en la matière, mais pas seulement, car vous avez longuement travaillé aussi pas seulement sur la rénovation thermique des habitats, mais sur les transports et sur d'autres thèmes. Et enfin, effectivement, Anna Créti, également professeure d'économie à Paris-Dauphine, et donc qui dirige cette chaire économie du gaz naturel et la chaire économie du climat. D'un mot peut-être, Anna Créti, juste pour nous présenter, la chaire économie du climat a été fondée en quelle année? Juste pour montrer qu'on s'en occupe depuis longtemps chez vous. Depuis longtemps, exactement. C'est vrai qu'à Dauphine, on a porté ces sujets sur la transition avec la chaire économie du climat depuis 2010. Donc bien avant que ça devienne vraiment un débat sociétal. Et aujourd'hui, on a un centre de recherche qui est porté donc par la chaire économie du climat, mais aussi des sponsors privés, parmi lesquels la Caisse des dépôts, qui est aussi un des soutiens de cet événement. Et on travaille sur des thèmes tels que les prix carbone, l'innovation bas carbone, la transition dans l'agriculture et la forêt et la transition énergétique, à la fois dans les pays développés et émergents. Et dans les pays émergents, voilà. Donc on va revenir bien sûr sur les détails, mais je voulais bien montrer que depuis 2010, vous et beaucoup d'autres, évidemment tous les chercheurs qui font partie aussi du groupe international des études sur le climat, le GIEC, dont les rapports ne cessent de nous alerter et qu'on n'a peut-être pas bien lu ou pas écouté. Yves Marignac, je dirais un peu la même chose de négawatt. Alors je le disais un peu en plaisantant, mais négawatt, il y a une définition de ce mot qui a été inventé en fait. Il est totalement créé de toutes pièces par un Américain, c'est ça, un expert des stratégies énergétiques. C'était quand cela? Oui, alors pour l'anecdote, l'invention du terme négawatt avec un N, donc pas mégawatt, on parle bien de négawatt, serait dû à une coquille dans la transcription d'un manuscrit d'ouvrage d'Amory Lovins, que certains connaissent peut-être, qui est effectivement un des pères de l'idée même d'efficacité, de politique d'efficacité énergétique. Il a publié un papier extrêmement important dans le débat américain au moment du choc pétrolier sur le sujet. Et donc le négawatt, tout simplement, c'est l'idée d'une énergie qu'on ne consomme pas, à la fois par une meilleure performance énergétique et technique, c'est l'efficacité, et par des changements de comportement ou de mode de vie, et c'est la sobriété. Et c'est la sobriété, donc nous sommes en plein dedans, et là encore, vous avez parlé du choc pétrolier, donc on remonte à des années assez lointaines où déjà il y avait la conscience de la situation. Est-ce que vous direz, on va peut-être commencer par ces définitions, sobriété, efficacité, vous venez de nous dire qu'on peut aller de l'une à l'autre ou mener les deux de front, au fait. Édouard Civelle, que diriez-vous, quelle différence faites-vous entre sobriété, efficacité, si on doit les faire? Alors, je reprendrai avant tout le mot qu'a eu Yves, je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire que dans l'idée d'efficacité, c'est qu'on va conserver un même niveau de service énergétique, qu'on va être capable de maintenir une température, puisqu'on parle beaucoup de température de consigne en ce moment, c'est l'idée qu'on puisse maintenir une température de consigne, par exemple à 19 degrés, avec des technologies qui vont consommer moins d'énergie. On est plus performant. C'est plutôt un changement technologique ou alors un changement, par exemple, de l'isolation pour les bâtiments. En revanche, quand on va être sur des notions de sobriété, on va avoir
plus l'idée d'un effort comportemental où on va se dire, bon, est-ce que finalement, si on se chauffe à 18 degrés et que l'on met un pull, est-ce qu'on n'est pas aussi bien sans avoir fait pour autant un changement technologique? Donc je pense que c'est vraiment cette distinction entre changement technologique qui permet de maintenir le même niveau de service énergétique et, d'un autre côté, avec la sobriété, la réduction d'une demande de consommation d'énergie par un effet de, finalement, qu'est-ce qui est suffisant. Le terme pour sobriété en anglais, c'est sufficiency. Donc, c'est un peu cette idée-là. C'est qu'est-ce qui est suffisant comme service énergétique que l'on peut avoir. Et là, on passe par les comportements individuels et bien sûr par, si on le peut, un effort collectif. Celui qui est demandé actuellement, qui nous est demandé par notre gouvernement et par bien d'autres. Encore un termine mon petit tour avec Stéphanie Mangeon, ce terme de sobriété. Vous le défendez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se le laisser voler d'une certaine manière. Il est devenu omniprésent. Ça vous agace un peu, Stéphanie Mangeon? Oui, ça m'agace un peu parce que aujourd'hui, la contrainte va être telle que certainement on va avoir besoin de réagir de façon urgente à une restriction, à une rareté plus importante de l'énergie. Donc pour moi, c'est une mesure d'urgence, c'est des mesures d'urgence qu'on va peut-être devoir mettre en œuvre, qui vont s'imposer de toute façon cet hiver. Ça, j'appellerais ça peut-être de l'austérité. La sobriété, c'est quelque chose qui était de toute façon nécessaire pour le long terme, pour la neutralité carbone, et c'était quelque chose à articuler avec la technologie. Donc, il ne faut pas avoir une dualité entre le comportement et la technologie. Il y avait besoin des deux, et il s'agissait de la transition, c'était modifier à la fois la technologie progressivement, notre mix énergétique, notre mix électrique surtout, et puis les comportements. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, je parle de modération quand je suis plus à réfléchir sur du moyen terme et du long terme, de façon à ne pas forcément faire penser à long terme à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va trouver des réponses. Voilà, on n'aura pas le choix, certainement, mais ne nous projetons pas à moyen et long terme dans ce monde d'urgence durable, parce que sinon, effectivement, on va le fuir absolument. Alors qu'on doit trouver un chemin, voilà, alors des désirabilités, je ne sais pas, mais un chemin où on puisse aller de façon volontaire et apaisée. Gérable, oui. Apaisée, oui. Apaisée, de façon à modifier nos modes de vie sans se faire voler. Donc ce terme, on va encore plus loin, négawatt, c'est chez vous, Yves Marignac, puisque carrément vous opposez la sobriété donc à l'ébriété. Là, on voit bien évidemment le rapport à d'autres substances. Oui, mais alors, au fond, est-ce qu'on s'est saoulé de consommation, pour rester dans la métaphore? La sémantique est toujours difficile. Je pense que Negawatt a contribué aussi à ce que le terme consacré en anglais, puisqu'on a élargi les réflexions qu'on avait en France depuis 20 ans au niveau européen et international ces dernières années, à ce que ce soit sufficiency et pas sobriety que certains collègues voulaient utiliser d'abord, qui renvoie à quelque chose d'extrêmement négatif pour beaucoup de gens. Mais cette sobriété dont on parle à Negawatt depuis longtemps, c'est effectivement une sobriété structurelle qui ne s'applique pas qu'à l'énergie, parce que la rareté, c'est la rareté de l'ensemble de nos ressources, et on se retrouve, enfin pour nous depuis le départ, la sobriété c'est vraiment le premier étage au sens d'une intelligence des usages, d'une recherche de soutenabilité, et on se retrouve assez bien dans la définition que donne aujourd'hui le GIEC, puisque pour la première fois dans son 6e rapport il parle de sobriété, qui dit que la sobriété c'est un ensemble de politiques, de pratiques, de mesures qui visent à réduire le besoin en ressources, énergie, eau, matières premières, dans le respect des limites planétaires, tout en cherchant à répondre à des conditions de vie décentes pour tous. Et donc on voit bien comment la sobriété est justement un moyen collectif et individuel de régulation entre ces deux limites. Par rapport à ça, effectivement, on ne peut que faire le constat aujourd'hui qu'on a été dans des politiques, des situations d'ébriété. L'exemple que j'aime donner, c'est celui de l'aménagement urbain qui a progressivement, au fil des décennies,
augmenter les distances à parcourir par chacun de nous pour accéder en fait aux mêmes services, aller travailler, aller dans des commerces, et renforcer la dépendance de chacun de nous à la voiture pour ça. Et d'une certaine manière... Ça, vous parlez en fait de manière plus globale, c'est de l'aménagement du territoire au fond. Oui, l'aménagement du territoire, c'est les villes, c'est la raréfaction des services en milieu rural, etc. Donc, on a privilégié des maisons un peu éloignées des villes et parfois d'ailleurs des constructions au passage un peu fragiles. L'étalement périurbain sous l'angle énergétique et sous l'angle des ressources, sol et matières premières. Ce qui imposait souvent 2 voitures par famille pour des ménages plutôt modestes, c'est une politique d'ébriété. Et donc, par rapport à la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat et qu'est-ce qu'on fait dans la durée, effectivement, la sobriété qui est dans toutes les têtes face à la crise, pour nous, c'est simplement un rattrapage de cette ébriété et du potentiel de meilleur usage plus modéré, plus tempéré de ce qui existe en termes de biens, d'équipements, de bâtiments, d'infrastructures. Il faudra assez vite passer à la vraie sobriété structurelle, qui est de s'interroger sur le volume, le dimensionnement, la raison d'être de tous ces équipements. Oui, alors il y a des solutions, heureusement, vous venez d'en effleurer quelques-unes, notamment repenser cet aménagement du territoire, peut-être, sur la durée. On ne va pas se mentir, la situation est assez sérieuse. On l'a dit en commençant, on a peut-être perdu beaucoup de temps en n'écoutant pas suffisamment les alertes des uns et des autres. On peut en dresser un tableau aujourd'hui, un accréti, et puis on arrivera aux mesures. Oui, en effet, il faut... Est-ce que vous pourriez mettre votre micro encore plus près de vous, s'il vous plaît? Alors, il faut effectivement penser un peu, déjà, quel est le panorama, et sans vouloir donner trop de chiffres, quand même, quelque chose qui est assez parlant. Quand on nous a annoncé les plans de sobriété, l'objectif a été affiché, a été de dire, il faut diminuer la demande d'énergie, donc ça comprend déjà électricité et gaz, je pense, mais il y a derrière aussi les transports, donc on va dire énergie primaire. Mais on part d'où? Et on nous dit qu'il faut diminuer de 10%. Donc la consommation d'électricité en France n'a jamais baissé depuis 2008, à 5 TWh près. Consommation tout compris, entreprises et ménages. Oui, la consommation globale. Donc, elle a augmenté en fait à partir des années 80, donc quand on a rattrapé après le fameux choc pétrolier, et elle a donc progressivement augmenté, mais on est sur un plateau depuis 2008, donc à peu près, on va dire, 500 TWh par an. Et on y est allé quelque part, je dirais allègrement, sans se poser aucune question. Et on n'a pas vu d'inflexion dans ces niveaux de consommation, malgré tous les, je vais dire de façon un peu exagérée, mais les papiers qu'on a signés, les lois, les engagements, l'accord de Paris, le Green Deal, les contributions nationalement déterminées qui ont changé depuis 2015 pour arriver à mettre en œuvre notamment la trajectoire 2 degrés, je ne parle pas de 1,5, donc pour répondre à l'urgence climatique. Donc certes, la production électrique française est relativement décarbonée, mais si on avait eu une trajectoire de transition énergétique, on aurait dû voir justement quand même une inflexion, une baisse. Donc moi, j'irais même plus loin. Je n'ai pas seulement dans l'ébriété, on est dans l'addiction. Parce que si on n'arrive pas justement dans un pays qui parle avec un bonus, on va dire, d'un mix décarboné, on n'arrive pas à changer ces plateaux, effectivement, ça nous interroge. Et pour faire, donc comme on nous demande une diminution de 10%, juste un autre ordre de grandeur, on a atteint une diminution de 8%, 8,5% de l'énergie primaire pendant la crise Covid. Ah oui, alors donc, que l'activité était quasiment arrêtée. On avait effectivement une activité économique essentielle, on l'avait nommé comme ça. Donc aujourd'hui, on doit faire moins 10% dans un horizon de temps, on nous dit de 2 ans, certes, avec un suivi et avec un plan de sobriété. Donc je pense qu'il y a un problème de mesure entre les constats et... En clair, vous n'y croyez pas, c'est pas possible. Bon, on va dire que c'est les débuts, mais que la pente est raide.
Édouard Civelle, toujours sur le constat où nous sommes actuellement et par rapport à ce que vient de nous dire Anna Créti, surtout les prévisions assez sombres. Alors, c'est sûr que le tableau est assez peu clair, on va dire, en matière de trajectoire sur les consommations d'énergie. Notamment parce que, alors ça, on y reviendra peut-être, mais en fait, le sujet aussi, c'est que quand on commence à décider de faire des solutions un peu d'efficacité énergétique, on a finalement un peu cette addiction qui nous rattrape et où on se rend compte que si vous améliorez les technologies pour un service énergétique rendu, pour avoir moins de consommation lorsque vous allez utiliser par exemple une voiture, vous allez passer à une voiture électrique, vous allez consommer moins de pétrole, ça va vous coûter moins cher, on se rend compte que les ménages vont par exemple utiliser plus la voiture. Donc en fait, on a ce paradoxe quelque part, enfin cette espèce de ce qu'on va appeler l'effet rebond lorsqu'on a des investissements sur l'efficacité énergétique qui ne sont pas toujours très bien prévus et qui peuvent être assez importants, qu'il faut être capable de mesurer et de contrôler à plus long terme. Et donc là, on arrive assez rapidement sur... il y a la dimension bonne volonté que l'on veut appeler chez nos concitoyens. Il y a une question de prix aussi qu'on ne pourra pas à un moment éviter si on veut accélérer finalement une transition et une diminution réelle de cette addiction à l'énergie. C'est une situation très, très compliquée qui passe peut-être parce que pour l'instant, on est dans l'ordre des recommandations du Conseil. On nous l'a dit, le gouvernement fait des efforts pour nous entraîner à la sobriété. C'est une bonne chose, hein, je ne pense pas qu'on puisse le contester, bien sûr. Mais la question qu'on se pose, c'est au fond, est-ce que ça va suffire ? Et où est le niveau ? On a tous en tête les gilets jaunes et on voit bien que les crises se multiplient, y compris les crises sociales que nous vivons, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Mais à quel moment des mesures autoritaires ou disons plus drastiques devront apparaître ? Est-ce que ça vous paraît évitable et supportable ? Dans un pays comme le nôtre, on est quand même dans une démocratie. Parce que, je veux dire, il y a un moment, il va falloir prendre des mesures, aller un peu plus loin si l'on suit votre constat aux uns et aux autres. Qui veut répondre ? Je ne sais pas. Stéphanie Mangeon ? Je vais d'abord faire un point. Je vais préciser quelque chose. C'est-à-dire que là, on va subir un choc en termes d'augmentation des prix qui va conduire à... Je ne sais pas, je ne veux pas être trop pessimiste, mais là, on peut parler de choc. Je donne un exemple. Et pas que cette année, l'année prochaine aussi. Et pas que cette année, parce que cette année, nos réserves de gaz ont été faites avec du gaz qui n'était pas assez bon marché par rapport au prix qu'on peut constater aujourd'hui. Les factures énergétiques des universités, j'ai eu quelques chiffres, pourraient être multipliées par entre 3 et 4. Entre 3 et 4. Vous voyez, vous partez d'une facture comme à Dauphine, on est autour d'1 million d'euros et on pourrait devoir payer entre 3 et 4 millions dans l'année. C'est énorme, il faut le dire. C'est énorme. Voilà. Pour le moment, on est sur un dialogue avec les fournisseurs. C'est une prévision. C'est inquiétant. On n'est pas encore sûr du chiffre, mais j'ai des collègues à Grenoble qui donnaient des ordres de grandeur du même ordre, multiplication par 3. Donc j'imagine qu'on n'est pas les seuls à être impactés, les écoles, les petites mairies, tous les commerces. Donc là, en fait, je ne sais pas comment ça va se produire parce que il y a deux choses. Il y a en matière de sécurité énergétique, il y a la disponibilité, l'énergie. Donc là, on vous dit, on va peut-être en manquer, peut-être. Sauf, si on arrive à passer un certain moment de la journée où on a une demande très forte, si on arrive à un peu écraser, ce qu'on appelle la pointe, on passera juste. Et puis, il y a le prix. Et là, on est sur des considérations où, de fait, de toute façon, on ne va pas pouvoir payer, tout le monde ne pourra pas payer les augmentations qui sont demandées, donc on va avoir un ajustement. L'ajustement, pour certains, ça ira, parce qu'on partait d'un niveau de consommation relativement confortable, voire très confortable, et puis pour d'autres, ça va être catastrophique. Donc là, dans les mois à venir, personne ne sait bien. Là, on vit, je pense, alors on peut comparer à 73 avec les chocs pétroliers, mais je crois que c'est peut-être au-delà du choc pétrolier. Je ne sais pas si on est au-delà ou si on est à un même niveau. Donc on est quand même sur une situation inédite au sens où
Je pense qu'en 73, on était moins addicts, on était moins en état de d'ébriété qu'on a été ces dernières décennies. Voilà. Oui, entre-temps, il y a eu les années 80, la surconsommation, la mondialisation quand même qui a beaucoup poussé et puis l'étalement urbain, et puis la dépendance aux voitures. Voilà. On voit l'étalement dont parlait Marignac. Exactement. Donc là, et on est extrêmement dépendant. Donc à titre individuel, on peut essayer effectivement de moins chauffer, mais on est dépendant du système. Et un système, ça prend beaucoup de temps à modifier. C'est pour ça que la transition qu'on essayait, alors maintenant on parle plus de transformation, on disait il faut le faire. Il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt, bien sûr. Et surtout, si on avait une dépendance à un pays où on se disait peut-être qu'un jour, les choses vont mal se passer. Donc, cette dépendance, finalement, on l'a accrue. Enfin, c'est en fait, quand on regarde un petit peu sur l'histoire récente, on peut être quand même très, très étonné. On peut se poser des questions. Donc, à un moment, de fait, de toute façon, il y aura quelque chose où, je ne sais pas si c'est l'autoritarisme, ce sera subi. Ce sera subi pour tout le monde. Pour certains, ça ira. Pour d'autres, ce sera extrêmement violent. Après, sur changer un système, vous savez, le temps industriel est un temps long. Donc, construire un méthanier, un terminal méthanier, une centrale nucléaire, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, je ne sais pas si on peut parler d'autoritarisme. Là, c'est autre chose. C'est le paradoxe. On est dans l'urgence, mais la réaction, c'est du temps long. Après, on peut aller encore plus loin, mais restons sur ma question un peu de... À quel moment, compte tenu du choc que nous subissons, il va falloir prendre des mesures plus rudes. Yves Marignac, puis ceux qui veulent, bien sûr, Anna Chrétien. Alors, il y a d'abord la situation politique actuelle et du côté de l'association des mégawatts, y compris dans les réponses à des sollicitations médiatiques, on a peut-être surpris certains journalistes en étant plutôt favorables à l'approche d'incitation sur laquelle s'appuie le gouvernement. Pourquoi ? Parce que dans ce moment de mobilisation générale dont on a besoin, effectivement, introduire d'emblée du coercitif serait probablement de nature, et les gilets jaunes sont dans toutes les têtes de ce point de vue-là, à générer une opposition, à générer de la polémique et donc à défaire la capacité de mobilisation. Donc, dans un premier temps, et par rapport à cette sobriété d'urgence, de rattrapage de l'ébriété à court terme, cette solution nous semble bonne, à condition de créer la dynamique pour cette mobilisation. Pour nous, il y a trois points essentiels. Le premier, c'est le sens qu'on donne. Le sens, c'est inciter chacun à faire les gestes qu'il peut faire à court terme, à la fois dans une logique d'intérêt particulier et d'intérêt général. Intérêt particulier, clairement, les ménages peuvent trouver cet intérêt. On a calculé, nous, que sur les propositions qu'on a faites, dont on retrouve une bonne partie dans le plan du gouvernement, un ménage peut réaliser 700 à 1200 euros d'économie sur sa facture énergétique dans les projections de prix dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est pas rien. Mais il faut insister sur la dimension d'intérêt général. Effectivement, pardon de vous interrompre, mais au passage, cette dimension de l'intérêt individuel, c'est-à-dire de montrer, c'est un problème d'information, de communication, mais de bien faire comprendre à l'ensemble de la population qu'elle a intérêt et non pas qu'elle est obligée, c'est peut-être une nuance importante. Oui, mais je crois qu'il faut le faire aussi dans une logique d'intérêt général. Oui. On a aujourd'hui des entreprises qui sont extrêmement fragilisées, on va avoir une baisse d'activité économique du fait de cette hausse des prix, et on a des services publics, des collectivités, des équipements comme les universités, qu'effectivement aucun mécanisme n'a incité à faire de l'efficacité énergétique, qui sont très durement impactés. Et donc ça veut dire qu'on a devant nous une baisse de l'activité économique et une baisse des services publics. Donc chaque effort que chacun peut faire contribue à maintenir cette économie essentielle. Donc je crois que c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Donc ça, c'est la première condition, c'est le sens. Je vais aller plus vite sur les deux autres. C'est la confiance au sens de dispositifs qui vont donner des résultats. Et pour ça, il faut avoir des objectifs chiffrés, avoir des éléments de suivi. Et on en manque aujourd'hui dans le plan proposé. Et le troisième élément, c'est la justice sociale. C'est le sentiment que l'effort va être équitablement partagé. Et donc qu'on envoie des signaux sur à la fois le fait de protéger les plus précaires. Il n'est pas question de demander à un ménage qui se chauffe difficilement à 15 de descendre la température de consigne, mais aussi des signaux sur le fait qu'on va en priorité
faire porter l'effort sur les acteurs et les gestes les plus surconsommateurs. Et le gouvernement, pour le moment, se refuse politiquement à faire cette différenciation. Pour moi, c'est plus dans l'absence de ce type de signaux que se joue la difficulté à créer la mobilisation que le gouvernement souhaite, que dans le principe même de l'incitation. Oui, contre-réaction, Stéphanie Mangeant. Oui, contre-réaction, c'est que nous sommes dans une situation paradoxale dans mon université parce que nous avions lancé des travaux qui notamment allaient travailler sur l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, l'augmentation de la facture pourrait nous rendre incapables de finir ces travaux. Et donc, peut-être l'efficacité qui aurait, enfin les réductions de consommation qui auraient été permises n'auraient pas suffi. Mais là, on est en danger de ne pas pouvoir finir ces travaux. Et notamment, alors c'est un très gros chantier qu'on prépare depuis des années qui a pris du retard. Et j'ai appris par un collègue d'une autre université qu'ils étaient dans le même cas. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget pour travailler pour rénover des bâtiments, travailler sur l'efficacité énergétique notamment. Et il se pourrait que ils n'ont pas les moyens de le faire. Les sous prévus servent aux factures, à payer les factures. Anna Crétier. Oui, après ça, c'est vrai que c'est un problème typique de l'échelonnement de l'investissement nécessaire pour passer de la sobriété à l'efficacité énergétique. Mais par rapport à la question que vous aviez, je voulais souligner que les gilets jaunes sont descendus dans les rues pour des prix beaucoup moins importants que celui des prix qu'on a aujourd'hui. Mais il y a tout un problème là aussi de sémantique ou de perception. Là, on avait identifié l'État français comme, entre guillemets, les coupables d'avoir voulu faire la contribution climat. On ne l'appelait même pas taxe pour essayer de ne pas avoir un impact trop négatif. Donc là, on était pour des augmentations de quelques centimes, alors que là, dans l'absence notamment de bouclier tarifaire, on a quelques euros donc par kilowattheure, donc ça devient très, très vite un budget important. Sauf que là, on s'est dit, ouais, c'est le contexte international, c'est le conflit international, c'est une question de souveraineté. On a commencé là, on a pris dans les dictionnaires pas mal de vieux mots. Sécurité d'approvisionnement, on avait déjà plus entendu parler ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de comment on pose ces défis aux citoyens. Donc, il y a visiblement un problème de mesure entre les conseils, on va dire le plus que conseil, avec aussi la façon dont ce plan de sobriété a été annoncé, c'est très particulier. On en a fait un enjeu aussi de communication du gouvernement et pas seulement du ministère de la Transition énergétique. Et après, je pense qu'on ne pourra pas s'arrêter, en fait. Je vois mal avec l'idée de dire oui, on va assurer un monitoring des mesures, mais on ne viendra pas chez vous voir la température. Oui, c'est clair. De toute façon, on le verra si on le fait ou pas. De fait, on pourrait le faire parce qu'aujourd'hui, on a les compteurs communicants, donc en électricité et même en gaz. Donc, techniquement, c'est possible d'aller plus loin. Oui. Après, on rentre dans les cadres beaucoup plus vastes de l'acceptabilité. Et oui. Là, c'est une autre histoire, oui. Ouais. Je reste quand même sur ce que nous disait Yves Marignac. C'est vrai que certaines collectivités disent elles-mêmes qu'elles sont surprises de s'apercevoir, je ne sais pas, que des piscines chauffées extérieures qui dépensaient je ne sais pas combien de kilowatts. Elles peuvent très bien le corriger. Ouais. Beaucoup d'entreprises aussi sont en train de découvrir, et nous-mêmes, chacun chez soi, on peut découvrir des moyens d'économie. Donc c'est une petite marge positive quand même sur laquelle on peut essayer de compter un petit peu. Et peut-être ça va nous amener sur les bâtiments. On a parlé des transports, du mitage des constructions dont Yves Marignac nous parle, sur l'aménagement du territoire. Et malheureusement, ce sont souvent aussi des maisons qui ne sont pas très bien isolées, ni de la chaleur, ni du froid, Édouard Civelle. Tout à fait. Mais sur la question des bâtiments, on a un certain nombre. Alors, ça rejoint un peu la question qu'on a sur l'Université Paris-Dauphine. Alors, il y a une question de mur d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment pour des ménages, des collectivités, des entreprises, d'investir dans des isolations qui sont
relativement coûteuse, rentable long terme, mais dans le court terme, difficilement rentabilisable. Donc il faut avoir une perspective un petit peu de long terme, ce qui n'est pas forcément facile pour un ménage. Un ménage, le temps moyen où on reste dans un logement, c'est 6 ans. C'est un peu plus long quand on est propriétaire, mais pour avoir une rentabilité d'un investissement, d'une bonne rénovation, objectif, bâtiment bas carbone, BBC, les labels un peu français qu'on veut tous avoir en 2050, il faut un horizon temporel qui soit de 20, 25 ans. Et donc ça, on a cette question-là, et on va avoir une question très forte, parce que à la suite de cette... Parce que Yves Marignac parlait de l'incitation du gouvernement. Je trouve que... Bon, alors, il y a des cas dans les collectivités, dans l'administration publique, où c'est de la norme, entre guillemets, sur les températures de consigne. Sur les ménages, ça relève plus de l'invitation que de l'incitation, j'ai envie de dire. L'incitation, elle est plus finalement sur les prix qu'on peut avoir. Et on voit qu'on a eu ce problème social sur les prix de l'énergie, sur le prix, juste sur la taxe carbone, qui était, comme le disait Anna, finalement très indolore comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on voit que, par exemple, sur les logements, on essaye maintenant de mettre une incitation très forte sur les ménages propriétaires en leur disant à horizon 2025, on va interdire à la location les logements classifiés passoires thermiques, donc les étiquettes F et G de l'énergie. On va quand même avoir un vrai sujet social, parce que ce sont des logements qui en général sont loués à des populations plutôt précaires. Donc est-ce que c'est la question de la justice sociale dont on parlait. Est-ce que les propriétaires, alors parce que les propriétaires ne sont pas forcément ultra précaires, mais est-ce que les propriétaires qui louent ces logements-là vont être capables de faire face à ce million d'investissements? Est-ce qu'ils vont vouloir le faire, ou est-ce qu'ils vont retirer les biens du marché du logement? Et à ce moment-là, on peut avoir une crise du logement qui peut... Enfin, on a des vrais sujets là-dessus finalement assez court terme, à horizon 3 ans. Donc on verra après si le règlement tiendra. Ça, c'est pas terrible tout ce qu'on dit là. C'est pas très positif. C'est le moins qu'on puisse dire. Yves Marignac. Oui, ces perspectives-là renvoient à la nécessité, pour mettre en œuvre plus structurellement de l'efficacité énergétique et de la sobriété, d'aller effectivement vers des solutions de plus grande contrainte, au moins d'incitation, au sens d'incitation vraiment active, financière à faire, et de normes et de contraintes, parce que voilà, il faudra envoyer à tous les acteurs les bons signaux de ce point de vue-là, sinon ça ne se transformera pas. Mais il y a aussi une question de révision de la manière dont on regarde tout ça d'un point de vue économique. Effectivement, sur les ménages et les logements mal isolés, je veux dire, on a devant nous une crise sociale monstrueuse. C'est-à-dire l'inégalité dans les factures de chauffage de bâtiments est quelque chose, si on ne le traite pas, qui, je ne sais pas, peut-être amener un jour à avoir un système de solidarité comme on l'a sur la santé ou sur le chômage, tellement ça peut être lourd. Donc ça vaut le coup, collectivement, de se dire que s'éviter ça est positif. Et puis sur les investissements dans l'efficacité énergétique, dans les grands équipements tertiaires notamment, rétrospectivement, quand on regarde ce que les pouvoirs publics vont être obligés de dépenser en bouclier tarifaire de toutes sortes, c'est-à-dire pour compenser l'impact pour tous les acteurs de l'augmentation des prix, qui est une dépense en pure perte par rapport à la valeur à long terme. Si on avait considéré que des investissements dans l'efficacité énergétique étaient des investissements pertinents, y compris en tenant compte de leur coût assurantiel vis-à-vis du risque de crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, et il ne faut pas raconter qu'on ne pouvait pas voir cette crise venir. Qu'on ait une conjonction aussi brutale, c'était pas évident à prévoir. Que tous ces facteurs soient en maturation, c'était assez évident. Et donc, si on avait considéré différemment ces investissements, on n'en serait sans doute pas là. Et c'est vraiment une leçon essentielle à retenir pour l'avenir. Alors, je m'adresse à des économistes et il se trouve que j'en ai beaucoup rencontré dans ma carrière.
il est quand même vrai que la position des économistes, c'est peut-être pas de tous, là on est effectivement avec Anna Créti notamment, Stéphanie Mangeant et Edouard Civelle, vous êtes très impliqués dans ces questions depuis pas mal d'années, mais on peut reconnaître que dans le monde même des économistes, beaucoup n'avaient pas pris la mesure de tous les phénomènes que nous décrivons là. Beaucoup n'avaient peut-être pas assez cru dans les énergies renouvelables. Question que je vous pose à tous. Alors, on n'est pas en train, ça ne sert à rien de regretter le temps passé, mais n'avez-vous pas le sentiment qu'aujourd'hui, les économistes sont quand même en train d'avancer là-dessus ? Peut-être de comprendre qu'il y a quand même du profit dans les énergies renouvelables, même si on les a jugées tellement coûteuses au départ. Je ne sais pas. Je vous pose la question et je peux aller encore un petit peu plus loin sur la question de la croissance. Anna Créti, vous avez vu bouger tout ça. Voilà. Question qui on met le doigt dessus. On est au printemps de l'économie. Non, c'est vrai que les économistes aiment débattre, aiment créer des divisions internes. Mais je pense que néanmoins que sur la place qui a été donnée historiquement sur les questions d'énergie et sur l'étude de la transition, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, c'était un domaine un peu fléché entre les ingénieurs et les économistes, surtout en France où effectivement il y a quand même un peu un héritage historique aussi dans les centres de recherche et développement des entreprises de l'énergie. C'est pas fait pour nous rajeunir, mais c'est vrai qu'on a vraiment marqué l'intégration des logiques économiques dans la discussion sur l'énergie au moment où on a créé les marchés de l'énergie en Europe. Donc ça a vraiment déterminé un intérêt beaucoup plus fort vers la compréhension de comment on arrive à faire face à tous les impératifs nécessaires pour faire marcher ces fameux systèmes dont parlait Stéphanie, tout en ayant de la concurrence. Et deuxième vague d'intérêt, les énergies renouvelables, parce que justement les énergies renouvelables posaient de nombreux défis. D'abord, un défi sur la concurrence, parce que ce n'est toujours pas nécessairement les mêmes investisseurs qui se sont adressés à donc essayer de profiter de cette innovation. Après, un problème également de comment les intégrer dans les mix et faire face aussi à des coûts qui n'étaient pas compétitifs. Sur les coûts, c'est ça, on parlait beaucoup des coûts et des renouvelables. On parlait beaucoup des coûts et on voyait, donc c'est la raison pour laquelle on a quand même dédié beaucoup de subventions aux énergies renouvelables, surtout électriques, un peu moins gazières, mais surtout électriques. Pour baisser en fait les coûts d'investissement initial. On arrive à la fin aujourd'hui de ces subventions parce que grâce à ces soutiens dans l'amont de la filière, elles deviennent compétitives. Et dans ces phénomènes, donc dans les développements des énergies renouvelables, on a vu aussi des macroéconomistes s'intéresser à ces débats sur l'énergie, les liens énergie-croissance, qui était un vieux débat sur est-ce qu'on peut avoir un découplage, est-ce qu'il y a des courbes, est-ce qu'il y a des droites, et débat qui en fait est arrivé à un point où on se disait oui, il faut juger au cas par cas. Parce que si on fait des études dans un pays, ça ne donne pas la même chose que dans l'autre. Donc, il y a vraiment une dépendance au passé, une dépendance au mix énergétique. Et donc, dans le cadre de cette approche macroéconomique au lien entre énergie et croissance, on a là aussi différents points de vue. Quelques-uns qui voient comme l'essor de la croissance verte, donc l'intégration de toutes les innovations à fort potentiel de décarbonation comme les drivers d'un nouveau sentier de croissance, et d'autres qui, par contre, nient cette possibilité en disant qu'il faut faire de la décroissance. Donc, les débats est encore en cours. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on débat encore, c'est, je reviens au point initial, peut-être qu'on n'a pas encore les éléments empiriques pour voir si on peut faire les deux. Parce que pour l'instant, c'est vrai que notre modèle de croissance est encore fortement basé sur les énergies fossiles. C'est ça. Donc, on cherche peut-être une vérification empirique qu'on ne peut pas avoir
Mais en revanche, les arguments de la décroissance, personnellement, au vu de ce qu'on a fait en termes, si on regarde par exemple les brevets, qui sont un bon thermomètre de combien de ressources on a dédié et quel a été le succès en termes d'innovation liée aux énergies renouvelables, c'est quand même l'une des filières où dans les 20 dernières années, on a déposé les plus de brevets dans le monde entier. Oui, ça peut être un moteur, mais ce terme de décroissance, qui était quasiment un gros mot pour beaucoup d'économistes, il n'y a pas si longtemps, il semble qu'il retrouve un peu de vigueur, ou en tout cas, il est peut-être présenté autrement. Si vous le permettez, Marine Neck, je vais m'adresser à Édouard Civelle sur... je reste sur les économistes et leur vision. Il y a de jeunes chercheurs aujourd'hui qui, dans les années dont nous parlons, en 2010, le moment où la chaire de climat s'est créée, étaient adolescents, qui sont aujourd'hui en train d'entrer dans le monde universitaire. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des chercheurs qui auraient une vision différente? Après tout, on le constate tous avec des enfants aujourd'hui très conscients de la consommation et de la manière dont il faut gérer les déchets. Enfin, je peux citer d'autres exemples. Alors, je pense qu'en effet... Je m'adresse à vous, je pense que... encore un jeune économiste. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a peut-être un petit changement qui est que peut-être aujourd'hui, il y a plus parmi les économistes, enfin les jeunes économistes de l'environnement, de gens qui ont choisi ce domaine-là avant tout par, quelque part, une forme de militantisme. Ce qui était peut-être un peu moins le cas avant, parce qu'il y avait aussi moins de militants, mais je pense que ça, il y a un petit changement là-dessus. Il y a, je pense que la vague de jeunes chercheurs, de doctorants qu'on peut avoir aujourd'hui en économie du climat ou de l'environnement sont beaucoup plus militants, enfin, en tout cas c'est la perception que j'en ai, que peut-être il y a quelques années. Je pense que c'est... Et on peut dire, pardon de vous interrompre, mais on peut dire la même chose de beaucoup de cadres qui rentrent dans les grandes entreprises avec des exigences écologiques, climatiques qui n'existent pas. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, finalement, qu'on ait des militants de l'écologie dans l'économie de l'environnement, je pense que, finalement, quand on est économiste de l'environnement, quoi qu'il arrive, on arrive quand même peu ou prou à des conclusions un peu communes. Je pense dans la profession, modulo les points qu'on vient d'évoquer, mais voilà, on a un débat autour de la table. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, cette jeune génération, avec plein de militants de la cause écologiste, enfin militants au sens, on va dire, large du terme, mais qui rentrent par contre à côté de ça dans les entreprises, qui vont demander à côté d'un salaire ou à côté des conditions de travail, en fait aussi un sens à leur travail, une responsabilité de l'entreprise. Je pense que ça, c'est assez important. Je pense que là, on a peut-être quelque chose qui va modifier plus profondément le fonctionnement de la machine, où on va avoir finalement la notion véritablement de responsabilité dans les entreprises qui, petit à petit, va essaimer. Alors évidemment, il ne rentre pas PDG des grands groupes, mais il y a quand même une percolation sur cette... je ne sais pas si c'est la génération Greta Thunberg, mais en fait sur cette génération-là qui a un haut niveau de conscience environnementale et qui rentre aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et dans celui de la recherche, donc on peut peut-être s'appuyer là-dessus, y compris peut-être sur ce qu'on appelle la raison d'être là, que certaines entreprises mettent en place. Ça veut dire qu'elles accueillent plutôt favorablement ces candidatures. C'est une question ouverte. Stéphanie Mangeon, là-dessus, est-ce qu'on peut trouver des signes d'ouverture ou d'espoir pour l'avenir? Il y aurait beaucoup de choses à faire. Depuis 3 ans, à Dauphine, on a rendu obligatoire un cours pour toutes les premières années qui arrivent, qui s'appelle Enjeux écologiques du XXIe siècle, et où on met tout le monde à niveau sur climat et biodiversité. Ce que je note déjà, c'est une diversité quand même chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jeunes hyper convaincus qui vont manifester. Non, loin de là. Ceci dit, moi, ce que j'ai observé, c'est un changement de la norme sociale qui va se faire, c'est-à-dire que de plus en plus, ceux qui prennent la parole, c'est une tribune, en fait, quelque part. Vous savez, une salle de cours, c'est comme une tribune. Eh bien, vont avoir cette posture très engagée. Et on a un amphi de rentrée chaque année. Et là, l'amphi de rentrée, nos invités étaient Valérie Masson-Delmotte et Hélène Garner. Et il y a beaucoup d'étudiants, pas beaucoup, mais peut-être 8 étudiants qui ont pris la parole, posant des questions extrêmement critiques à l'égard de ce que nous faisons. Ouais. Et ils ont été applaudis.
Et c'était la première fois que je voyais ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui est la norme sociale est en train de changer et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais la question que vous posez sur les économistes qui ont finalement travaillé, pensé, réfléchi, fait leur carrière dans un paradigme particulier, comment vont-ils faire pour s'adapter à ce nouveau contexte? Oui. C'est une très bonne question. Souvent, je raconte un peu économie écologiste et puis économie néoclassique. Et je dis, mais juste un courant de pensée a perdu un moment. Et là, il n'est pas mort complètement, il revient. Et il va peut-être reprendre. Mais alors qu'on est sur des représentations de l'économie à la base très différentes. Donc, on pouvait pas, la théorie néoclassique ne pouvait pas absorber l'économie écologiste parce que dans la représentation même de l'économie et sa dépendance aux ressources et à la biosphère, eh bien, on aurait pensé très différemment, je pense, tout ce qui est théorie de la croissance, si on avait placé l'économie au milieu de la biosphère. Ce qu'on n'a absolument pas fait. L'économie, c'est un peu quelque chose qui est hors sol et on réfléchissait à plein de choses de façon hors sol. Donc, c'est intéressant ce qui va se passer. Et moi, je suis très friand de lancer justement les jeunes et aller un petit peu poser des questions dérangeantes à mes collègues et de voir comment le paradigme va changer et ce qui va nous amener peut-être à des questions très différentes et à remettre en cause des règles économiques avec lesquelles on a travaillé depuis des décennies, et notamment la concurrence et la tarification des prix de l'énergie, puisque là, on voit qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire pourquoi l'énergie aujourd'hui coûte si cher. On n'a plus la main sur ça. On peut aussi aborder la question de l'information, de la communication aussi. Comment est-ce que, puisqu'on veut toucher aussi le plus grand nombre de citoyens, et là je peux modestement témoigner en tant que journaliste, j'ai vu cette évolution dont vous parlez. Pour certains économistes, je ne sais pas, moi il m'a semblé, je m'occupais d'une émission d'économie, il m'a semblé à un moment impossible de parler d'économie sans associer l'écologie. Mais croyez-moi, les économistes que je recevais n'étaient pas tous de cet avis, loin de là. Et il semble qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qui est importante, car évidemment, vous vous appuyez sur les médias comme tout le monde. Yves Marignac, on peut revenir sur les scénarios à venir. Là, on va conclure bientôt. Celui de 2021, c'était quoi chez vous, Négawatt, car vous en établissez régulièrement? Oui, avant ça, je voudrais quand même dire qu'il ne va pas falloir compter que sur les jeunes. Et moi, quand on parle de ces jeunes qui sont sensibilisés, etc., je note aussi qu'un certain nombre d'entre eux, et pas les moindres en termes d'écoles dont ils sortent, font le choix d'une désertion. C'est-à-dire considèrent qu'aujourd'hui, le système tel qu'il existe est suffisamment sclérosé pour ne pas permettre, pour ne pas leur donner l'opportunité de produire ce changement. Donc oui, il y a un appel aux économistes orthodoxes, aux économistes néoclassiques, à effectivement tenir compte de cette crise et essayer de réviser un certain nombre de choses. Il ne faut plus s'en remettre à un marché qui essaye d'externaliser simplement les différents éléments. Et ça renvoie peut-être aussi justement au travail qu'on essaye de faire et d'expliciter à travers le scénario Négawatt, où en lien avec ces considérations, on a deux partis pris assez importants. Le premier, depuis longtemps, c'est de dire qu'on part d'une modélisation physique des consommations d'énergie et de ressources en général, et en remontant les chaînes, des productions, des extractions de ressources nécessaires pour y répondre. Qu'on fait cette modélisation sans y mettre dans des moteurs de simulation ou d'optimisation des signaux économiques, et qu'on fait l'évaluation économique ex post. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les modèles économiques, justement, la manière dont le système économique fonctionne, ne va pas nous permettre de construire une trajectoire compatible avec les enjeux de soutenabilité. Et ces enjeux de soutenabilité, c'est le deuxième point important, c'est pas seulement le carbone, c'est pas seulement le climat, c'est l'ensemble des ressources, et c'est les questions de justice sociale à l'échelle nationale et de solidarité et d'équité dans l'accès aux ressources à l'échelle internationale. Et c'est vraiment ce logiciel-là qui nous amène à poser la sobriété comme un principe central, ce qui ne veut pas dire que ça doit être radical. Si on se donne le temps de planifier les choses et de transformer les choses, ce dont on parle à l'horizon 2050, qui est celui du scénario, c'est par exemple de stabiliser les mètres carrés par habitant dans les logements. C'est de réduire de 15% les kilomètres parcourus par chacun de nous chaque année, non pas en faisant moins de choses,
mais simplement en resserrant, en remaillant la répartition de l'habitat, des services, etc. sur le territoire. Il y a d'autres sujets sur lesquels ça peut paraître un peu plus radical. Il y a la question de l'avion. Hein. Là, c'est incontournable parce qu'il n'y a pas de substitut bas carbone déployable à moyen terme. Il y a la question de la viande. Édouard évoquait, ou non, je ne sais plus si c'est dans la table ronde précédente, mais la question des autres enjeux que l'énergie. Donc réduction de moitié de la part carnée à l'horizon 2050. Mais voilà, la sobriété dont on parle n'est pas une sobriété radicale dès lors qu'on l'enclenche aujourd'hui et qu'on met en œuvre dans la durée les transformations nécessaires dans le scénario pour atteindre la neutralité carbone et des objectifs tels que la division par 2 de notre empreinte en matières premières. On est sur une réduction de moitié globalement de la consommation finale d'énergie en 2050 par rapport à aujourd'hui. C'est l'objectif fixé par la loi de 2015 en France. Et dans cette baisse de moitié de la consommation, si tant est qu'on puisse complètement séparer les deux, l'efficacité représente à peu près 30 points de baisse et la sobriété 20 points de baisse. D'accord, ça c'est le scénario que vous venez d'établir, le dernier que vous avez proposé. Pour conclure, les mesures dont vous revenez à la notion d'aménagement du territoire, il semble que vous la mettez en avant, ce qui veut dire revitaliser aussi les centres urbains, j'imagine, faire renaître un peu la vie. Bien. De votre point de vue, Édouard Civelle, les mesures d'urgence, si on s'appuie sur cet horizon 2050, dont on ne sait pas très bien ce qu'il sera, et je reviens peut-être au bâtiment avec vous, je ne sais pas. Alors, sur la dimension mesure d'urgence qu'on a aujourd'hui et le plan qu'on peut avoir à 2050, moi, ce sur quoi j'aimerais qu'on soit quand même assez vigilant, c'est qu'il n'est pas impossible que on ne peut pas exclure que dans 1 an, on n'ait plus la même situation internationale, qu'on ait peut-être un prix du gaz qui redescende fortement. Et la question, c'est est-ce qu'en fait, on abandonne tout ? C'est ça, je pense qu'il y a quand même une vraie question là-dessus. Est-ce que parce que, alors voilà, si on reprend un tout petit peu les gilets jaunes, quand même, ce qui avait créé, c'était la taxe carbone multipliée, additionnée en fait au fait qu'à l'instant T, il y avait un pic du prix du pétrole. Et à ce moment-là, on s'était un peu excité là-dessus parce que voilà, il y avait en fait une augmentation du baril, enfin du plein d'essence qui était principalement due au baril, aussi un petit peu à la taxe. Au moment où on avait introduit la taxe, on l'avait introduit à un taux très très faible, on n'avait pas vu parce que le baril était relativement bas. Donc en fait, il y a une question en fait sur les questions de les mesures de sobriété qu'on prend aujourd'hui. Après, est-ce que ça devient des habitudes culturelles ou non ? J'ai des doutes sur la question. Enfin, on verra. Mais et après, il y a toutes les mesures un peu plus, on va dire, structurelles d'organisation de l'espace, d'organisation des territoires, des rénovations des logements. Ouais. Et là-dessus, il faudra dire quelle est la part aussi. Et là, il y a une vraie discussion à avoir sur quelle est la part à faire de la part des collectivités du gouvernement, des pouvoirs publics, et quelle est la part aussi que l'on peut attendre de la part des autres acteurs, en fait. Comment est-ce qu'on répartit ? Est-ce qu'on veut que le gouvernement décide de tout pour tout le monde ? Ou est-ce qu'on veut laisser des marges de manœuvre d'organisation un peu autonomes à la société à partir du moment où le gouvernement établit un certain nombre de garde-fous ? Et cet arbitrage-là, il n'est pas évident parce que voilà, il va falloir choisir entre de l'incitation très très forte ou de la norme. Oui, ça nous ramène un peu à l'adhésion aussi des citoyens et à leur force de proposition qui existe également. Dernier mot pour vous deux, Anna Créti, Stéphanie Mongeon, on conclut. Alors moi, je voudrais rajouter donc un peu une touche internationale dans ces débats. Oui, parce que nous n'avons parlé que de la France. Voilà, on est très centré sur la France et sur la façon aussi dont la décision publique s'est faite en France, les poids qui est donné aussi à ces spectres, parce qu'il est devenu tel, de la protestation des Gilets jaunes. Mais si on regarde qu'est-ce qui a été fait dans les pays voisins, moi je pense qu'il y a des pays qui ont dépensé plus d'argent pour dépasser la crise, notamment l'Allemagne avec un plan
de 200 milliards pour sauver son secteur industriel. D'autres pays qui n'ont pas les mêmes ressources et qui ont dû se contenter avec des mesures plus limitées, notamment en se privant les gouvernements d'un train fiscal, par exemple la réduction de la TVA. Donc c'est vrai que l'action publique a aussi une limite qui est celle justement de la dette. On a cumulé la dette Covid et la dette énergétique en ces moments. Et il y a des questions qui ne pourront être résolues qu'à niveau européen. Parce que la solidarité et la justice, c'est d'abord dans cette enceinte très importante qui nous lie, qui est celle européenne, et qui est un levier important de solutions, espérons, aussi pour le futur. Oui, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais si chaque pays prend un peu ses propres mesures face au manque d'énergie, juste pour c'est dire, embêtant. En Italie, on a un gouvernement qui est beaucoup défaillant. Donc, on ne remet pas les grandes décisions au gouvernement. On essaie de faire, pas toujours bien, mais... C'est pas simple en Allemagne, ni au Royaume-Uni non plus. Dernier mot, Stéphanie Mongeau, on va conclure, il est 13h. Non, mais je pense qu'il est important de bien distinguer mesures d'urgence et mesures structurelles. On peut constater ces dernières années sur plein de sujets différents un défaut d'anticipation. Nous quatre, on travaille sur ces questions depuis suffisamment longtemps pour être convaincus de la nécessité d'avoir une transition, une transformation, donc des mesures structurelles qui permettront de réduire justement le choc en cas de crise. Donc ça, on en est convaincu et il faudrait continuer à convaincre les pouvoirs publics. Si jamais il y avait un retournement de la situation internationale avec une baisse des prix et une disponibilité de nouveaux, la question se posera, c'est est-ce qu'on continue ou pas et à quel niveau? Oui, il faut continuer absolument, peut-être de façon moins violente, moins brutale, moins urgente, mais il faut continuer. On connaît la direction. Il faut que la mesure structurelle, il faut vraiment l'engager maintenant. C'est un peu ce qu'on dit toujours. C'est là, vraiment, il faut changer la direction de façon durable et structurelle. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup focalisé sur des mesures d'urgence qui sont très inquiétantes, on l'a déjà dit. Mais ce ne sont que des mesures d'urgence. Ouais. On ne fait pas une politique qu'avec des mesures d'urgence. Voilà, il n'est pas sûr qu'on ait donné beaucoup d'espoir dans nos échanges, mais merci beaucoup parce que vous avez été très, très complet. J'ai reçu en toute fin de débat, mais je la cite quand même, une petite remarque qui vient du collectif HBM sur les ventilations électriques dans des immeubles. Il y en a certaines qui fonctionnent depuis un siècle avec des ventilations naturelles. Ça paraît un des objectifs cohérents, évidents même, mais auxquels peut-être on n'a pas suffisamment pensé. Juste pour dire que les initiatives peuvent venir aussi de beaucoup d'endroits différents. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci à tous.